Salut Clara, tu vas bien? Salut Myriam, ça va super et toi? Est-ce que t'as suivi les vlogs de Lena Situation cet été? Bah ouais, j'ai suivi de fou, ouais. Eh ben, je pense qu'il y a une petite chose que t'as peut-être pas remarqué, mais moi, je me suis fait la réflexion de savoir parfois comment est-ce qu'elle passait aussi vite d'une ville à une autre, sans prendre l'avion, ou en tout cas sans le montrer. Est-ce que t'as remarqué ça ou pas? Bah Myriam, tu vas pas me la faire à moi, bien sûr que j'ai vu qu'elle avait pris l'avion, mais ça s'appelle le flight hiding. Ah, et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce que c'est ce truc de flight hiding? Bah écoute, carrément, j'ai un contact, je vais y aller. Je te tiens au courant, ok? Top, merci Clara. À plus. Salut les gens d'internet et bienvenue dans Story Privée, ton accès VIP pour comprendre les dessous des réseaux sociaux. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager, à la liker, à laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner pour qu'on puisse développer ce format et développer cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle du flight hiding, un terme qui a été inventé par le collectif Paye ton influence. Le flight hiding, c'est tout simplement quand les influenceurs vont cacher le fait qu'ils prennent l'avion pour se rendre dans leurs multiples destinations, que ce soit pour leur travail ou pour leur voyage personnel. Et il y a plusieurs raisons qui les poussent à faire ça, comme par exemple éviter les critiques ou ne pas glamouriser un mode de vie, un mode de transport qui pollue énormément. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais cet été, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté des vlogs d'août de Lena Situation qu'elle fait chaque année. Et bah justement, cette année, pour changer, elle a décidé d'emmener sa petite troupe aux États-Unis pour faire un road trip, donc à la base en voiture. Elle a emmené sa communauté et sa petite troupe aux États-Unis dans un road trip, donc en voiture. Mais quand on regarde ces vidéos, on se rend bien compte qu'il y a certaines destinations qu'on ne peut pas faire en une seule journée, même en voiture. Il faut prendre l'avion en fait. Et donc ça, il y a certains utilisateurs qui l'ont bien remarqué et qui l'ont commenté dans l'espace commentaire sous ces vidéos. D'ailleurs, Lena Situation a elle-même répondu sous une vidéo YouTube en affirmant que oui, elle a bien pris l'avion pour faire certains trajets. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les influenceurs se cachent pour prendre l'avion? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça réellement? Pour répondre à cette question, j'ai tout simplement fait appel à Amélie Deloche, qui est la cofondatrice du collectif Paye ton influence, qui est à l'origine du terme flight hiding, pour que justement on puisse mieux comprendre ces enjeux environnementaux qui entourent le milieu de l'influence. Donc je vous propose qu'on l'accueille juste ici et qu'on lui pose quelques questions. Donc je vous retrouve avec Amélie Deloche. Amélie, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Amélie Deloche, cofondatrice du collectif Paye ton influence, qui se veut réveiller les influenceurs sur les questions écologiques et climatiques. Et je suis aussi consultante en influence responsable. Est-ce que tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Je crois que je sais, je crois qu'on va parler d'avion et plutôt même de pas le montrer, un truc comme ça. On va parler d'influence et d'écologie parce que j'ai vu que dans une des dernières publications de Paye ton influence, vous avez fait une publication justement sur le flight hiding. C'est quand les influenceurs cachent le fait qu'ils ont pris l'avion. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Alors, le flight hiding, c'est un mot qui a totalement été inventé par Paye ton influence. On l'a jamais vu utilisé ailleurs, en tout cas pour la définition qu'on lui a donnée. Alors, le flight hiding, on le définit comme quand les influenceurs, en gros, vont cacher à leur audience qu'ils ont pris l'avion. Donc, par exemple, ils vont dans une destination à l'autre bout du monde. Ils ne vont pas faire de story dans les avions, dans l'aéroport, par exemple. Une des raisons principales, c'est notamment la question de l'impact écologique de l'avion qui est de plus en plus décrié par les audiences. C'est qu'il y a eu les vlogs de Lena Situation. Et cette année, Lena Situation a décidé d'emmener sa troupe aux États-Unis. Et en fait, on voit bien que parfois, dans la même journée, elle fait plein de destinations. Et on se rend bien compte que même en voiture, c'est pas possible de faire les mêmes destinations dans la même journée. Alors, mais pourquoi les influenceurs viennent à cacher le fait qu'ils prennent l'avion? Pour Lena, c'est vrai que c'est assez représentatif. Notre communauté nous a beaucoup envoyé des messages en disant « Ah oui, là, je me suis rendu compte dans les vlogs de Lena qu'elle passe d'une ville à l'autre aux États-Unis. En fait, c'est impossible de le faire en 24 heures, sachant qu'elle était censée faire un road trip, donc en voiture. » Et ce qui a fait émerger cette réflexion au sein de Paye ton influence qu'on a depuis quelques temps, qui est que face aux critiques de l'audience sur l'impact écologique de l'avion, face aussi aux nouvelles attentes d'engagement de l'audience envers les influenceurs, il y a de plus en plus finalement d'interpellations d'influenceurs par l'audience sur les questions d'écologie et notamment sur le fait de beaucoup prendre l'avion, de beaucoup le montrer, etc. Et donc les influenceurs, en réponse à ça, il y en a pas mal qui vont éviter
de faire des stories en se montrant dans les aéroports, dans l'avion. Ils vont pas forcément arrêter de voyager, mais ils vont au moins éviter de normaliser et valoriser ce moyen de transport. Parce qu'en plus, ça, c'est pas vraiment nouveau, j'ai l'impression, parce que moi, j'avais un autre exemple en tête aussi, c'est en décembre 2023. Il y avait une grosse tendance où, en gros, sur TikTok, les utilisateurs montraient le nombre de trajets là où ils avaient voyagé. Et je sais qu'il y a l'influenceur Enzo Tais-toi, qui, lui, avait publié tous ses voyages. Et justement, il s'était fait vraiment allumer dans les commentaires. Mais du coup, pourquoi on s'en prend autant aux influenceurs, mais pas aussi aux autres utilisateurs? Parce que moi, personnellement, j'ai pu, je sais pas, cette année, peut-être, imaginons, j'ai pris 10 fois l'avion, je suis autant responsable qu'un influenceur. C'est quoi la différence, en fait? Alors, la différence principale, c'est la visibilité. Aujourd'hui, les influenceurs, des influenceurs comme Enzo Tais-toi, comme La Situation, comme Squeezie, enfin bref, des très gros influenceurs, ils ont des audiences qui peuvent être de centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes. Et ils ont surtout cette relation particulière avec leur audience. Les influenceurs, ils créent une relation de proximité qu'on appelle la relation parasociale, ce qui fait qu'ils deviennent des leaders d'opinion pour leur audience. Et donc, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils mettent en avant va être potentiellement reproduit ou en tout cas valorisé par les personnes qui les suivent. Donc quand un influenceur montre qu'il prend l'avion, ça normalise le moyen de transport, ça le rend un peu stylé. Quand ils mettent en avant le fait qu'ils voyagent à l'autre bout du monde, pareil, leur audience se dit « Ah bah oui, moi aussi j'ai envie de faire ça ». Finalement, leurs comportements individuels deviennent des comportements collectifs, beaucoup plus que quand nous, quand on peut prendre l'avion de manière individuelle sans le montrer ou sans avoir une audience. Je te propose qu'on passe à ta story. Donc, je te laisse prendre les petites pancartes. Tu as une pancarte vraie, une pancarte faux. Et je vais tout simplement te lire les affirmations. Ok. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Moi aussi, j'ai noté si c'était vrai ou faux pour qu'on puisse débattre. Ok, si ça jamais. marche. Et puis, tu vas pouvoir nous éclairer de tes lumières. Alors, la première affirmation, c'est qu'en moyenne, un aller-retour Paris-New York en avion émet autant de CO2 qu'une année entière de consommation d'une voiture moyenne. Je sais pas. Tu sais pas? Non, je sais pas ce chiffre pour le coup. Et je suis désolée. C'est vrai. Okay. C'est vrai, un aller-retour Paris-New York, ça peut générer 2 tonnes de CO2 environ. Donc, ça équivaut à la moyenne annuelle des émissions d'une voiture. Ok, j'avais pas cette ordre de grandeur. Un peu piège, sur le coup, mais je t'en prie, défends-toi. Ok. Non, mais un ordre de grandeur qu'on utilise beaucoup avec Pays sous influence, c'est donc un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. Et 2 tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone annuelle au niveau mondial. Donc chaque humain devrait avoir 2 tonnes de CO2 en empreinte carbone annuelle pour rester en dessous des 2 degrés d'achèvement climatique d'ici la fin du siècle. Donc ça montre que finalement, en un aller-retour Paris-New York, on crame en fait tout notre quota d'émissions carbone qu'on devrait respecter pour essayer de ralentir le changement climatique. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de McFly et Carlito, oui, qui ont parlé de l'empreinte carbone et ils ont mis dans les commentaires un test pour calculer son empreinte carbone. Moi, j'étais choquée de ma propre empreinte carbone. En fait, on n'est vraiment pas conscient à quel point nos modes de vie aujourd'hui ils sont extrêmement impactants, mais parce que tout est fait pour nous le cacher aussi. C'est pas des informations qu'on a, par exemple, quand on veut réserver un billet d'avion, la compagnie aérienne nous dit pas forcément combien de tonnes ça fait, et surtout nous met pas en avant le nombre de tonnes versus ce qu'il faudrait avoir en termes d'empreinte carbone annuelle. Et donc oui, on est souvent très surpris. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empreinte carbone, c'est une partie de notre empreinte, mais ça intègre pas forcément toute l'empreinte environnementale liée à nos modes de vie et nos modes de consommation. Et notamment, l'avion, par exemple, c'est associé à du surtourisme, des impacts sur les écosystèmes naturels, des endroits où justement il y a plus de touristes. Enfin bref, c'est lié aussi à plein d'impacts qui sont pas forcément intégrés. Donc on voit que voilà, l'empreinte carbone, c'est un bon indicateur, mais finalement, il y a aussi d'autres choses qui sont pas forcément intégrées dedans. Vrai ou faux, la majorité des créateurs de contenu qui voyagent pour des collaborations ou des événements compensent systématiquement leurs émissions carbone? Je dirais faux. J'ai faux aussi. J'ai absolument jamais vu ça. Ou peut-être il y a quelques temps, je pense qu'au début de Pays sur l'influence, j'avais dû voir des influenceurs qui mettaient en avant le fait qu'ils compensaient leur voyage en avion, que ce soit dans le cadre d'un voyage presse ou d'un voyage personnel. Mais je l'ai plus du tout vu ensuite. Donc je pense que c'est un argument qui passe plus de toute façon, la compensation carbone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, compenser son empreinte carbone? Comment on fait? Alors, la compensation carbone, c'est le fait de vouloir essayer d'annuler les émissions de carbone qu'on va émettre. Donc typiquement, quand on prend un aller-retour Paris-New York, on émet 2 tonnes de CO2 et la compensation va pouvoir permettre d'investir dans des projets, par exemple, de reforestation, de conservation de puits de carbone. Moi, j'utilise des mots là qui sont un peu... Non, mais t'inquiète, je mettrai des petits Ok. Du coup, ça permet en fait de faire en sorte de payer pour que le CO2 qu'on a émis soit capté
par les puits de carbone, donc notamment les arbres et les écosystèmes naturels qui nous permettent de capter le carbone qu'on émet. Mais ça ne fonctionne pas parce que concrètement, une fois qu'une tonne de CO2 est émise, elle est émise. Et même si on plante X milliers d'arbres, cette tonne de CO2, elle reste quand même dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est vraiment un calcul qui n'est pas le bon. Et surtout, ça ne permet pas concrètement de réduire nos émissions de carbone. L'idée, c'est pas du tout de compenser, c'est d'aller vers la sobriété, donc c'est-à-dire de moins émettre de carbone, donc moins prendre l'avion, avoir des modes de vie plus sobre. Vrai ou faux, la transparence des créateurs de contenu sur leur impact écologique augmente leur crédibilité et la confiance de leur communauté? Je dirais vrai. On peut le voir avec la dernière vidéo de McFly et Carlito, donc, où ils font leur empreinte carbone, enfin une simulation de leur empreinte carbone en live durant une vidéo, où on voit qu'ils ont 12 tonnes de CO2 chacun, ce qui est beaucoup parce que la moyenne des Français, c'est 10 tonnes de CO2. Il faut savoir que l'objectif, c'est quand même d'arriver à 2 tonnes, ce qui est extrêmement complexe. Donc ils sont plutôt dans la moyenne haute, mais j'ai envie de dire que par rapport à d'autres créateurs de contenu qui vont prendre l'avion, par exemple, au moins tous les mois, en fait, finalement, ils sont dans la moyenne basse, je pense, de l'ensemble des influenceurs et des créateurs de contenu, en tout cas les plus visibilisés aujourd'hui. Donc ça montre à quel point, déjà, eux, ils se mettent dans une position d'humilité par rapport à cette empreinte carbone et ils mettent en avant aussi comment ils pourraient la réduire. Et de manière générale, quand un influenceur va conscientiser son impact, forcément, ça le rend un peu plus authentique et ça fait comprendre à son audience que le créateur, l'influenceur, il a conscience de ça, de son impact écologique ou des messages, de l'impact des messages qu'il fait passer, par exemple, de surconsommation, et que potentiellement, in fine, il va évoluer peut-être vers plus d'éthique et plus de responsabilité sur ces questions-là. Est-ce que les créateurs de contenu qui promeuvent des destinations touristiques en avion doivent légalement indiquer leurs moyens de transport? Faux. Ils pas font encore, absolument peut-être. Non, c'est voilà, pas encore. Ils font ce qu'ils veulent. Avec Payphone Influence, on avait émis une idée, en tout cas pour plus de transparence. C'était alors bien sûr de mettre en avant le côté de pas forcément cacher qu'on prend l'avion, mais surtout intégrer l'impact écologique par exemple, quand les influenceurs ils font des partenariats avec des compagnies aériennes, intégrer dans le partenariat concrètement l'ordre de grandeur de ok, là je te fais gagner un voyage, un billet d'avion pour New York, ça vaut telle tonne de CO2 et ça correspond à telle tonne d'empreinte carbone. Voilà, pour un peu plus de transparence. Bon, aujourd'hui, clairement, il n'y a aucune transparence sur ça, sur l'impact écologique des moyens de transport qui sont mis en avant, notamment l'avion. Et en plus, il y a de plus en plus de créateurs qui préfèrent éviter de mettre en avant l'avion pour éviter les critiques et aussi essayer de diminuer l'appel à l'avion dans leur contenu. Le transport aérien représente environ 2,5% des émissions mondiales de CO2, mais il est souvent surreprésenté dans les publications des influenceurs. Vrai. Il y a certains secteurs économiques qui sont vraiment extrêmement présents dans les influenceurs, notamment lifestyle. Donc ça va être beaucoup la mode, par exemple, et l'avion. Ce qui est particulier avec l'avion, c'est qu'il est beaucoup mis en avant à travers des collaborations commerciales avec des compagnies aériennes, aussi des aéroports, mais il est aussi particulièrement mis en avant à travers les voyages presse que font les influenceurs. Mais est-ce que les marques aussi, elles n'ont pas un peu leur rôle à jouer? Par exemple, j'ai vu que Gaël Garcia Diaz a fait son lancement au Japon pour sa nouvelle gamme pour les cheveux. Alors, c'est fabriqué en Belgique. Exactement, donc elle a fait son lancement de sa nouvelle gamme de cheveux qu'elle vient de sortir avec quelques influenceuses au Japon. Et c'est vrai que ça nous a posé question avec Payton d'Influence parce qu'on sait que la gamme de cheveux, elle est fabriquée, elle met en avant beaucoup qu'elle est fabriquée en Belgique, donc que c'est plus local. Elle met aussi en avant beaucoup que c'est des produits plutôt éthiques. Et on s'est interrogé sur le fait pourquoi aller au Japon pour une gamme de produits qui n'a rien à voir avec le Japon concrètement. Et surtout, ce qui nous a aussi interrogé, c'est la non-considération de l'impact que ça génère dans le choix de la destination et dans le choix du voyage presse. Un aller-retour au Japon, c'est presque 5 tonnes de CO2. Donc c'est plus que Paris-New York. C'est 2 fois plus que Paris-New York. C'est beaucoup plus loin, en tout cas de France. Si on fait l'empreinte carbone du voyage presse en entier, c'est démentiel. Et on se dit, mais pourquoi c'était vraiment pas nécessaire pour le coup? Et c'est ça qu'on a vraiment envie de faire passer comme message dans le secteur de l'influence. C'est intégrer dans les réflexions, que ce soit sur la manière de valoriser les produits, de faire les collaborations commerciales ou de faire des voyages presse, d'intégrer cette question de l'impact. On va passer à la dernière story de cette émission, c'est la story de ChatGPT. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me générer des préjugés. Et puis je vais te laisser réagir dessus. Donc on va parler un peu hypocrisie dans l'influence, critique, etc. Certains influenceurs sont complètement déconnectés de la réalité et qu'ils ignorent les préoccupations écologiques. Oui, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, c'est pas forcément de leur faute. Les influenceurs, ils sont aussi beaucoup à l'image des Français. On n'a pas été
éduquer, sensibiliser, ou en tout cas de manière extrêmement poussée sur les questions écologiques et climatiques durant nos études, par exemple. C'est des questions qui intègrent forcément les réflexions sociétales aujourd'hui. On en parle tous les jours à la télé, des questions climatiques, parce qu'on voit dès aujourd'hui, par exemple, voilà ce qui se passe aux États-Unis avec la tornade, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais voilà, il y a des événements climatiques extrêmes. L'été, on est beaucoup plus victime de sécheresse. On a vu aussi, par exemple, un mois de septembre beaucoup plus pluvieux, mais ça aussi, c'est les conséquences du réchauffement climatique et du dérèglement que ça engendre. Et donc, voilà, les créateurs de contenu sont pas forcément très sensibilisés à ça. Ils sont dans des optiques un peu du capitalisme, donc beaucoup plus sur l'appel à la consommation, la surconsommation, et c'est les modèles de société qui sont aujourd'hui les plus normalisés, valorisés de manière générale. Et donc on peut dire que concrètement les influenceurs, ils sont aussi dans un premier temps influencés par le modèle de société qui est le plus valorisé, et donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas conscience de leur impact, qui veulent pas forcément se poser des questions et qui sont pas non plus accompagnés pour se poser les bonnes questions par leur agence, par exemple. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Et du coup, l'objectif, c'est de dire comment on fait pour que les créateurs de contenu, notamment les plus suivis et qui ont le plus de visibilité, comment on fait pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont de l'impact, qu'ils ont de l'influence sur leur audience et que c'est pas anodin de s'associer avec des marques extrêmement impactantes comme la fast fashion, les compagnies aériennes ou autres. J'ai vu aussi pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent que parfois, il faut peut-être arrêter de pointer du doigt les influenceurs et plutôt pointer du doigt les grosses entreprises qui, elles, consomment un truc de malade et qui, elles, pour le coup, en ont vraiment rien à faire de l'environnement tant que leur business marche, quoi. Bien sûr, alors vraiment, nous, avec Passion d'influence, l'idée, c'était d'aller un peu réveiller le secteur de l'influence. Mais les influenceurs, c'est une partie de l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui, donc que ce soit les grosses entreprises, mais j'ai envie de dire aussi l'immobilisme des gouvernements. Enfin voilà, on n'a pas assez d'ambition sur les questions climatiques, ou en tout cas la transition écologique n'est pas assez prise en compte pour plein de raisons et à cause de plein d'acteurs différents. Et donc, ce qui est particulier avec les créateurs de contenu, c'est qu'ils ont justement la capacité d'être aujourd'hui des leaders d'opinion, des communicants extrêmement efficaces, beaucoup plus efficaces que la publicité classique. C'est pour ça que les marques font d'autant plus appel à eux. Et donc, concrètement, oui, les grosses entreprises qui, elles, veulent vendre des produits à travers les influenceurs, tout ce qu'elles recherchent chez eux, c'est le fait de pouvoir toujours vendre plus. Les influenceurs, ils ont une énorme possibilité aujourd'hui d'aller dire non, moi je refuse de continuer à valoriser telle ou telle marque. Et il n'empêche que derrière, bien sûr qu'il y a aussi un enjeu à ce que ces entreprises-là, elles puissent évoluer concrètement sur les questions de transition. Et j'ai envie de dire, même pour l'ultra fast fashion, c'est des entreprises qui pour moi sont un peu vouées à disparaître, parce que l'ultra fast fashion éthique, ça n'existe pas concrètement. C'est de la mode éthique, mais du coup, on change totalement le business model. Les influenceurs, s'ils commencent par exemple à boycotter une marque et à mettre en avant les impacts écologiques ou les scandales derrière une marque, concrètement, ça va avoir un impact énorme sur l'image de marque, sur l'image de la marque, sur sa réputation, sur les questions même en lien avec les gouvernements et les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entités différentes qui font appel à des influenceurs. Donc, il y a les marques, mais il y a aussi des entités publiques, le gouvernement avec les ministères, aujourd'hui même des lobbies qui font appel à des créateurs de contenu, parce qu'ils savent que ça a une force démentielle. Et c'est cette force et ce pouvoir qu'ont les influenceurs qu'on aimerait mettre au service de la transition. En tout cas, qu'on aimerait qu'ils puissent le mettre au service de la transition. Le second préjugé, c'est qu'ils cachent leur voyage en avion parce qu'ils savent qu'ils sont coupables et qu'ils ne veulent pas être critiqués. Je pense que quand même, ça fait quelques années qu'il y a beaucoup de critiques sur l'avion, sur l'impact écologique de l'avion. Je pense que tout le monde en est conscient, même si on n'est pas forcément beaucoup à arrêter de prendre l'avion ou à vraiment diminuer les voyages en avion, mais tout le monde est au courant à quel point l'avion a un impact démentiel par rapport à d'autres moyens de transport. Et donc, ces prises de conscience-là sur l'impact de l'avion, forcément, elles ont des impacts sur les influenceurs. Il y a une partie de l'audience aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est une audience qui va être plus sensibilisée et qui va concrètement ne plus accepter qu'un influenceur puisse normaliser ou valoriser l'avion de manière récurrente, que ce soit à travers des voyages presse, à travers ses voyages personnels, etc. Ça génère de plus en plus de critiques, que ce soit en commentaire ou des fois en message privé. Et donc, les créateurs de contenu, ils sont de plus en plus conscients de ça, que pour renvoyer une image un peu plus éthique, le mettre en avant l'avion, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et donc, il y en a de plus en plus qui vont se dire, je vais éviter de montrer mon voyage en avion, même si ma communauté sait que pour aller au Mexique, j'ai dû prendre l'avion. Ça permet d'éviter de normaliser et glamouriser le fait d'être dans un aéroport, d'attendre son avion, de prendre l'avion, etc. Et en même temps, on peut se dire qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie en se disant, je le montre pas, comme ça j'évite les critiques et je suis tranquille.
on peut avoir les deux points de vue. Cette tendance, elle montre que l'avion, ça fait débat et que c'est un sujet dans l'influence de plus en plus. Ils veulent profiter du meilleur des deux mondes, un style de vie glamour tout en prétendant être éco-responsable. Je pense que la plupart des créateurs de contenu qui prennent conscience des enjeux écologiques, en fait, déjà, ils sont pas sensibles à tout. Donc, on va avoir par exemple des créateurs de contenu qui vont, je sais pas, parler d'écologie à travers la perte de biodiversité, à travers par exemple les animaux, mais du coup, qui vont potentiellement peut-être continuer à prendre l'avion parce qu'ils font pas forcément les liens, par exemple. Je pense que la plupart des influenceurs qui se posent des questions, qui vraiment ont conscience de leur impact, ils sont aussi dans une position délicate. En tant qu'influenceur, on a encore des partenariats qui sont pas ouf. En même temps, on a envie de valoriser des choses plus éthiques. Du coup, il y a un peu une certaine forme de décorrélation entre peut-être notre discours et ce qu'on fait en tant que collaboration commerciale. Et c'est cette partie-là qui peut être complexe à gérer quand on est créateur, de se dire comment je fais en sorte d'intégrer plus d'éthique, d'écologie, du coup potentiellement en faisant évoluer mes partenariats, en faisant évoluer ce que je montre, tout en me grillant pas son business model, donc notamment sur la question de la manne financière. Donc c'est assez complexe, mais je pense que la plupart des créateurs qui veulent vraiment évoluer sur des questions plus éthiques, ils le font de manière, on va dire, honnête, mais la problématique c'est que le faire de manière honnête, c'est forcément à un moment avoir une décorrélation entre ce qu'on montre et ce qu'on dit. Il y a vraiment eu un changement depuis 2 ans, depuis la création de Python d'influence. Les influenceurs, de plus en plus, ils ont compris qu'il y avait aussi des nouvelles attentes de l'audience sur les questions d'éthique, de responsabilité écologique et même sociale. On attend de plus en plus des créateurs de contenu qui s'expriment sur des sujets. On l'a vu récemment, où il y a eu de plus en plus d'appels aux influenceurs pour mettre en avant certains sujets, notamment sociaux, mais aussi par exemple en France sur les élections législatives, le fait d'appeler à voter contre l'extrême droite. Et on voit les influenceurs deviennent un peu des nouveaux leaders d'opinion de manière sur les questions sociétales et écologiques, parce qu'ils ont une audience absolument incroyable, qu'ils ont un poids beaucoup plus grand aujourd'hui que les célébrités classiques. Et donc on attend de plus en plus d'eux, on les attend vraiment en tournant sur ces questions-là. Et donc forcément il y en a beaucoup qui ont compris ça, qui écoutent aussi leur audience, parce qu'il faut savoir que un influenceur n'est riche que des personnes qui l'écoutent, et donc forcément ils écoutent leur audience, et forcément ils évoluent aussi en fonction des remarques de leur audience. Et donc on a bien sûr des créateurs, McFly et Carlito par exemple, qui intègrent de plus en plus les questions d'éthique écologie. Alors ils les font petit à petit, mais c'est déjà énorme par rapport à beaucoup d'autres créateurs. Et il y en a de plus en plus qui vont arrêter de faire des choses, donc arrêter de travailler avec certaines marques sans forcément le dire, mais on voit que dans les choix de partenariat, c'est quand même un peu plus éthique. Donc il y a un peu une prise de conscience. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait que cette prise de conscience dure sur le long terme, et que finalement, dès que la pression retombe, on retourne vers des partenariats qui sont pas très éthiques, comme on le voit en ce moment avec H&M, qui fait pas mal de partenariats commerciaux, ou alors les compagnies aériennes, pareil, qui redoublent de partenariats commerciaux avec les influenceurs. Écoute Amélie, merci beaucoup d'être venue ici pour nous parler d'écologie et d'influence. Je vous mets évidemment toutes les informations pour retrouver Amélie dans les commentaires. Et puis je te dis à la prochaine. Ouais, merci beaucoup, c'était super. Merci encore à Amélie Deloche d'avoir pris de son temps pour nous rendre visite et pour répondre à nos questions. Comme vous avez pu le constater à travers cet échange, mais aussi dans ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, les influenceurs, ils sont vraiment de plus en plus conscients des enjeux environnementaux qui nous entourent. Et en fait, pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'ils sont conscients que ce sont de véritables leaders d'opinion et que leur communauté, leur voix, leurs idées peuvent faire changer les choses. Et c'est grâce à leur audience qu'ils peuvent réellement avoir le rôle de leader d'opinion et de porter des idées aussi haut. Et aujourd'hui, grâce à cette audience, ils ont vraiment ce pouvoir d'être de véritables leaders d'opinion. Dans vraiment plein de domaines, ça se limite pas uniquement à l'environnement. Si je vous prends un exemple récent, rappelez-vous de Tanaland, où à la base, ça part de Adja, une jeune femme qui se fait insulter de Tana sous ses vidéos, et elle décide de s'envoler vers Tanaland. À la suite de ça, il y a eu énormément de créatrices de contenu qui ont repris ce concept et qui ont fait en sorte que Tanaland ne soit plus un concept si abstrait que ça et qu'on puisse vraiment en avoir une idée concrète, réelle. Ou je peux encore vous citer la période des élections législatives où il y a eu énormément de créateurs de contenu comme Squeezie, Sally, Thibaut InShape qui ont justement pris la parole pour faire barrage à l'extrême droite ou pour inciter les gens à aller voter, pour leur montrer que leur avis compte. Et c'était un peu exceptionnel à ce moment-là parce qu'il y avait encore très peu d'influenceurs qui avaient pris la parole sur des sujets politiques, et ça a bien montré que les influenceurs peuvent avoir une certaine responsabilité dans ce genre de grandes causes comme la politique, les causes environnementales, pour justement faire bouger les choses. Et pour les questions climatiques, c'est exactement la même chose. Si les influenceurs prennent la parole, c'est pour éveiller les consciences et faire en sorte que ça change. Mais je tiens quand même à vous rappeler que, attention, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre parce que, certes,
ils voyagent beaucoup, mais n'oubliez pas qu'ils ne voyagent pas avec des jets privés, que la plupart prennent des vols commerciaux et que ces avions auraient décollé avec ou sans eux. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'ils soient au courant de ces enjeux climatiques, parce qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, ce ne sont plus des simples figures de divertissement, mais ils ont réellement la possibilité, grâce à leur influence, de faire évoluer les mentalités. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on traite dans Story Privée, ça peut tout à fait se faire. Et surtout que nous, chez les gens d'internet, on vous lit énormément. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle Story Privée.